Lancée en 1934, la traction va rapidement rencontrer le succès. Mais la marque Citroën ne peut pas vivre sur ce seul modèle. Dès 1935, Pierre Michelin lance le projet TPV pour très petite voiture qui deviendra la 2 chevaux. En 1938, Pierre Boulanger, le nouveau patron, lance les études pour un VGD, véhicule à grande diffusion, destiné à créer une voiture encore plus sûre et confortable que la traction, mais aussi moins coûteux et donc plus populaire. La période troublée de la guerre n'était pas propice aux sorties de modèles nouveaux. Mais dès 1945, la sortie de la VGD est remise à l'ordre du jour. Le dossier mettra 10 ans pour aboutir, après avoir exploré une incroyable diversité de solutions techniques à tous les niveaux. Depuis le début, il est question de créer une voiture suffisamment en avance sur son temps pour n'avoir pas de concurrente pendant 20 ans. Les études de style les plus étranges se succèdent au fil des contraintes techniques tout au long des années du projet. Pierre Boulanger, directeur général de Citroën, confie la réalisation au tandem gagnant de la 2 chevaux et de la traction, Lefebvre-Bertoni. Lorsque Pierre Boulanger disparaît en 1950 dans un accident de la route, il laisse la place à Robert Puiseux, qui, assisté de Pierre Bercot, donneront au projet son élan et son look définitif. Des indiscrétions parues dans l'autojournal avaient créé le suspense dans le public peu avant le salon de 1955. Elle est donc très attendue. Elle ne décevra pas. Les visiteurs découvrent une voiture miracle, dotée d'un style qui tranche avec tout ce que l'on peut voir à l'époque. Une sorte d'ovni venu du futur, aux caractéristiques et aux équipements totalement innovants, qui séduit dès le premier jour du salon. En 24 heures, 12 000 personnes signent un bon de commande. À ceux qui ont eu la possibilité de l'essayer, elle a donné l'impression de planer au-dessus de la route. Une expression revient souvent dans les commentaires, la reine de la route. Les citroënistes sont hystériques. À peu d'exceptions près, la presse française et internationale l'est aussi. Le style que lui a donné Flaminio Bertoni, Grand Prix de Rome de sculpture, est bien l'œuvre d'un artiste. C'est une création d'une modernité stupéfiante qui démode d'un seul coup tout ce qui se fait à l'époque. Mais au-delà du styliste, ce sont tous les décideurs de la marque qu'il faut saluer pour avoir osé un tel défi. Elle est dotée d'un aérodynamisme excellent et d'une visibilité totale. André Lefebvre l'a exigé. Les montants de pare-brise doivent être suffisamment étroits pour que dans un angle de 180 degrés, aucun poids ne soit caché au conducteur. Les formes sont si réussies que la voiture ne subira pratiquement aucun changement jusqu'à la modification des phares 12 ans après la sortie. Mais son originalité est aussi technique et repose sur l'hydraulique haute pression mise au point par Paul Magès. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La réserve de puissance ainsi créée va commander un nombre considérable de fonctions. L'une des premières applications de l'hydraulique est la suppression de la pédale d'embrayage. La DS possède en effet une boîte semi-automatique. Le conducteur passe les vitesses lorsqu'il le souhaite grâce au petit levier placé derrière le volant. L'automatisme commande le passage de rapport lorsque le régime moteur le permet. Mais le point fort de l'ADS, c'est avant tout sa suspension. Elle s'appuie sur 4 sphères à demi remplies de gaz. Le gaz comprimé joue le rôle de ressort, assurant la flexibilité. L'amortissement, qui évite l'effet de rebond, s'effectue dans le corps même du bloc de suspension par laminage du liquide à travers des trous calibrés obturés par des clapets. Solution révolutionnaire qui va assurer le Graal de la suspension automobile. Un excellent compromis entre la souplesse, et donc le confort, et l'amortissement, c'est-à-dire la tenue de route. Au passage, l'ADS propose aussi un correcteur d'assiette qui garde la voiture bien horizontale et une garde au sol constante, quelle que soit la charge. La sécurité dynamique que procure cette suspension est tout à fait spectaculaire. Autres innovations et non des moindres, la direction bénéficie de l'assistance fournie par la haute pression. Le système évite non seulement la fatigue, mais supprime la plupart des vibrations remontant des roues avant vers le volant. Les 4 roues sont indépendantes. Les roues avant, qui fournissent l'essentiel du travail, sont plus grandes que les roues arrière. Le freinage est lui aussi assisté par l'hydraulique qui donne toute sa puissance à la moindre sollicitation du petit champignon qui a remplacé la pédale de frein.
Un répartiteur de freinage et des freins à disque à l'avant, grande nouveauté sur une voiture de série, assurent efficacité et sécurité. Autre nouveauté fournie par l'hydraulique, on peut changer de roue sans cric. Le réglage de hauteur de suspension et une cale évitent tout effort. Seul manque de nouveauté pour les premiers modèles, le moteur est repris de la traction et ne délivre que 75 chevaux, mais en 20 années, il dépassera 140 chevaux pour les derniers modèles haut de gamme. La vie à l'intérieur de la DS a été pensée. L'intérieur est spacieux, la banquette avant courante sur les modèles de l'époque a été remplacée par 2 sièges individuels plus confortables. Pour des raisons d'économie, le volant a été prévu monobranche. On s'aperçoit après coup que c'est un extraordinaire facteur de sécurité. La DS deviendra très vite la voiture des personnalités, signe de standing et de modernité. Dès 1956, elle est adoptée par le gouvernement français. Citroëniste convaincu depuis la fin de la guerre, le général de Gaulle est séduit par la DS. Il échappe à son bord et grâce à elle à 2 attentats, le 9 septembre 61, puis le 22 août 62 au Petit Clamart. On étudie alors la possibilité de blinder la DS, mais la courbure du verre du pare-brise était à l'époque impossible à reproduire en verre blindé. Le risque des attentats une fois disparu, Citroën demande à Chaperon de construire la voiture d'apparat commandée par l'Élysée. C'est la plus longue voiture officielle du monde, plus de 6,50 m. Elle pèse plus de 2 tonnes et bénéficie de toutes les innovations techniques du moment. Sa vitesse maximale annoncée est de 200 km/h. Au fil des années, la DS comprendra jusqu'à 19 versions différentes, sous l'appellation DS ou ID, adaptées aux différents besoins, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Mais elle garde toujours son style tellement séduisant et son comportement routier inégalable. En compétition, le palmarès de la DS n'est pas spectaculaire, il est éblouissant. Paul Coltelloni ouvrira la route en remportant le mythique rallye de Monte-Carlo dès 1959, devenant la même année le premier champion d'Europe français sur son ID 19. Pendant pratiquement 20 années, les différentes préparations du modèle vont régner sans partage sur la compétition mondiale. Les pilotes Citroën remporteront plus de 80 premières places dans toutes les catégories de compétition, du rallye au rallye raid, en passant par les courses et les critériums. La DS sera vendue de 1956 à 1975. Le chiffre total de la production est environ de 1 450 000. La DS a été classée dans les toutes premières voitures du XXe siècle par des journalistes internationaux. Avec la Caravelle, puis le TGV et Concorde, elle fut pour la génération des 30 Glorieuses un des symboles de la réussite à la française. Elle possède encore aujourd'hui ses fans, ses clubs, ses inconditionnels. La ligne exceptionnelle de la DS la font encore remarquer dans la circulation du XXIe siècle. Non pas comme le témoignage d'une époque révolue, mais comme la trace d'une beauté intemporelle qui vint effleurer un temps le monde de l'automobile.